grande et belle famille de collègues, unis pour le meilleur et pour le rire. La lumière matinale filtrait doucement à travers les grandes baies vitrées de l'immeuble de bureau, jetant des reflets dorés sur la moquette grise de l'espace de détente. C'était un lieu de passage obligé, le véritable cœur battant de l'entreprise. Là où la machine à café trônait telle une fontaine de jouvence autour de laquelle les destins se croisaient. Hervé, représentant syndical au grand cœur mais à l'esprit volontiers critique, tenait son gobelet en plastique fumant entre ses mains. Ses yeux se posèrent sur le tableau d'affichage en liège, où une petite affichette colorée tentait d'attirer l'attention des employés. Il se tourna vers son collègue et ami de toujours, Jean-Claude, un vendeur au tempérament explosif et à l'enthousiasme débordant. Hervé pointa l'affichette du menton. Il lui demanda s'il avait remarqué cette proposition pour un stage de descente en eau vive. Du rafting, organisé dans la région pittoresque du Lot. Jean-Claude, l'esprit toujours en ébullition, haussa les épaules avec un sourire en coin. Pour lui, ce n'était pas vraiment son idée d'un stage idéal. Mais il admettait volontiers que l'initiative du comité d'entreprise partait d'une bonne intention. Après tout, passer un week-end entier à se faire chahuter par les vagues sur un canot pneumatique avait un certain charme, surtout quand on n'avait rien d'autre de prévu. Hervé philosophait souvent sur ses initiatives sociales. Sans le comité d'entreprise, il se demandait bien comment ces grandes sociétés modernes parviendraient à insuffler un peu de vie et de cohésion. Le concept, expliqua-t-il avec une pointe d'ironie tendre, reposait sur 3 piliers fondamentaux. Le dépaysement total, le grand air et la convivialité entre collègues. La conversation dériva doucement vers les projets personnels. Jean-Claude, dont l'esprit bouillonnait toujours d'idées festives, demanda à Hervé ce qu'il avait de prévu le 26 du mois. Hervé, fouillant dans sa mémoire, admit qu'il n'avait a priori rien à son agenda. L'œil de Jean-Claude s'illumina instantanément. C'était une occasion en or, car il comptait célébrer son anniversaire ce jour-là. Il sortit un petit carnet pour noter la présence de son ami, mais Hervé l'arrêta aussitôt. Le 26, se souvint-il soudain. Il avait finalement décidé de s'inscrire à ce fameux stage de rafting dans le Lot. Jean-Claude, un peu déçu mais beau joueur, tenta de le retenir. Mais Hervé semblait avoir été convaincu par la perspective de l'aventure aquatique. Il comptait partir de Paris, depuis la gare d'Austerlitz. Une précision géographique qui fit sourire Jean-Claude. Toujours prompt à s'émerveiller des détails du voyage. Déterminé à rassembler du monde pour sa fête, Jean-Claude se tourna vers Fred. Une collègue au tempérament de feu. Il lui lança l'invitation pour le 26, lui promettant une soirée mémorable chez sa mère. À la campagne, à seulement 1 heure de route si la circulation était clémente. Fred, le regard désolé, déclina l'offre avec une sincérité touchante. Elle attendait des amis d'Amsterdam pour un dîner chez elle. Jean-Claude, ne reculant devant aucun obstacle, suggéra avec humour qu'ils pourraient tous passer après leur dîner. Il dépeignit un tableau bucolique et rustique. Des lits de camp déployés dans le garage chauffé de sa mère, des duvets confortables, et surtout, la promesse d'une immense bassine de sangria fruitée préparée avec amour. Malgré cette description alléchante, Fred dut maintenir son refus, tout en exprimant un regret véritable. L'organisation de cet anniversaire prenait des allures de quête épique. Jean-Claude interrogea ensuite un autre collègue, amateur de plein air. Ce dernier lui confessa que le 25, il se rendait au grand salon du caravaning. Sa véritable passion, mais que le 26 restait miraculeusement libre. Jean-Claude, triomphant, annonça la grande nouvelle, il était invité. Pour couronner le tout, il révéla le thème de la soirée costumée. Une idée farfelue où les femmes devaient se travestir en hommes. Une perspective qui promettait des fous rires inextinguibles. Pourtant, la liste des invités s'étiolait. Carole ne venait pas. Yvan non plus. Maëva, la douce et dévouée secrétaire, n'avait pas été conviée pour des raisons d'affinité parfois complexes qui régissent la vie de bureau. La solidarité et l'amitié finirent cependant par l'emporter.
sentant que Jean-Claude se décourageait et annulait tout par peur d'ennuyer son monde. L'équipe se mobilisa dans un élan de tendresse spontanée. Ils lui organisèrent une surprise éclatante, chantant en chœur pour célébrer ce moment de partage. Prouvant que, malgré les petits tracas du quotidien, la chaleur humaine restait le ciment de leur petite communauté professionnelle. Le quotidien reprit son cours, rythmé par les déplacements des commerciaux. Simon, le jeune apprenti, revenait tout juste d'une tournée en province. Jean-Claude, qui se considérait comme son mentor spirituel, l'interrogea avec la bienveillance rude d'un instructeur. Simon raconta ses 5 jours passés dans des bourgades lointaines. Un véritable parcours initiatique. Jean-Claude lui expliqua avec une passion communicative que la véritable noblesse du métier de représentant résidait dans l'exploration des routes départementales. C'était là, loin du tumulte parisien, que l'on apprenait la vie. Il décrivit avec poésie ses soirées passées accoudées au comptoir d'un bar d'hôtel en bordure d'autoroute, observant les voyageurs, écoutant les histoires des chauffeurs routiers. Pour lui, ce n'était pas de l'ennui, mais une véritable mission d'observation sociologique. Un enrichissement humain incomparable qui nourrissait son âme et ses arguments de vente. Simon, d'abord sceptique, commença à percevoir la magie cachée de ces contrées où le temps semblait suspendu. Où de immenses discothèques, bien que parfois désertes, offraient l'illusion d'une fête éternelle. La vie de l'entreprise n'était pas faite que de travail. Elle était aussi ponctuée de défis sportifs. L'équipe de football de la société se trouvait à la veille d'un match crucial. Une rencontre décisive contre les rivaux du 10e étage. Les redoutables employés de la filiale voisine. La tension était palpable. Le capitaine de l'équipe haranguait ses troupes, rappelant que s'ils perdaient, il pouvait dire adieu à la 3e division corporative. Il chouchoutait particulièrement le gardien de but, lui prodiguant des conseils diététiques stricts, des sucres lents, des pâtes, de l'eau en abondance et une hygiène de vie irréprochable avant la confrontation. La panique s'empara du groupe lorsqu'un joueur clé menaça de se désister. Le désespoir pointa son nez, certains imaginant déjà la fin tragique du budget alloué au football. La disparition des joyeux banquets d'après-match et des déplacements en autocar. Dans un sursaut d'ingéniosité, l'équipe réussit à recruter in extremis un collègue inattendu. Équipé seulement de gants d'hiver et d'une bonne volonté inébranlable. L'esprit d'équipe renaissait, triomphant face à l'adversité. Les nuits au bureau réservaient également leur lot de situations cocasses. Lors d'une ronde nocturne, un nouveau vigile, zélé et nerveux, entreprit de contrôler l'identité de Jean-Claude avec une rigueur militaire. Le quiproquo fut total. Le vigile, prenant son rôle très au sérieux, exigea le numéro de badge, le nom des parents et même le numéro de sécurité sociale, croyant avoir affaire à un intrus redoutable. Jean-Claude, amusé et légèrement éméché, se prêta au jeu avec une bonhomie déconcertante, rassurant le gardien débutant et transformant cet interrogatoire tendu en un échange bienveillant. La complexité des relations humaines s'illustrait souvent dans les détails les plus infimes. Jeanne et Fred, lors d'une de leurs pauses régulières, débattaient avec ferveur de la frontière subtile entre la séduction et la bienséance. Jeanne, la directrice au cœur tendre mais aux principes stricts, s'insurgeait contre les regards déplacés que certains hommes osaient poser sur les jeunes stagiaires. Fred, plus nuancé, rappelait que le charme et la galanterie faisaient aussi partie du jeu social, tant qu'ils restaient empreints de respect. Leur discussion glissa sur les dynamiques de pouvoir et le harcèlement moral, illustré par l'attitude de Carole envers Maëva. Carole avait l'art de demander des services, comme aller chercher des dossiers, avec une politesse si glaciale et insistante qu'elle en devenait tyrannique. Maëva, travailleuse acharnée et d'une loyauté à toute épreuve, subissait ces petits affronts avec une dignité silencieuse. Jeanne, émue par la situation de la secrétaire, se fit la promesse de la soutenir indéfectiblement si jamais l'affaire devait se régler devant les Tribunox Protomox. Les querelles de territoire faisaient aussi partie du folklore local.